Donc d'abord, merci d'être là, malgré les trains qui ne fonctionnent plus, malgré la meilleure d'attente, malgré le fait qu'on est en fin de période d'atelier, donc tout le monde travaille beaucoup. Aujourd'hui, c'est la dernière conférence du cycle enseignement. Donc un cycle qui amène des personnes qui sont à la fois praticiennes et enseignantes pour voir s'il y a des relations entre deux métiers, s'il y a des choses qui passent de l'un à l'autre, et si oui, de quelle nature est-ce que ce serait. On accueille donc le bureau Atractis, qui est aussi un couple, comme tous les bureaux qu'on a invités, sauf que là c'est un vrai couple, c'est pas un faux couple, c'est un vrai couple. Et d'ailleurs, je me disais quand même que c'est assez étonnant le parallèle qu'il y a entre le parcours de Cécile Chambillard et celui de Vincent Pinault, qui sont donc les deux fondateurs de Atractis, puisqu'ils sont tous les deux ingénieurs architectes, étudiés à Louvain-la-Neuve, sur le site de Louvain-la-Neuve de la faculté de Loki, qui était à l'époque pas la faculté de Loki encore, mais ils avaient fait ça. Et puis ils ont fondé un bureau ensemble, et ils enseignent tous les deux à Loki Bruxelles, sur le deuxième cycle de la faculté. Alors, au début, c'était trois pour tout à fait honnête, moi je dis pas de bêtises, puisqu'il avait un bureau qui s'appelait Anorak, mais qui a disparu avec, puisqu'il y a un des membres qui est parti faire d'autres choses. C'est le père maintenant, il est directeur, il y a peu de villes. Alors, Atractis, ça veut dire quoi? Atractis, c'est évidemment pas un privatif. Atractis, c'est la traduction en anglais de une pratique. Et c'est important, le A a toute son importance, puisque c'est une pratique, c'est pas une pratique, c'est pas pratique, c'est une pratique. Et le travail d'Atractis ne consiste pas seulement à concevoir et éventuellement construire des projets d'architecture, mais aussi d'élaborer une pensée sur cette pratique. Donc, sur le site de l'agence, vous pourrez d'ailleurs voir des éléments réflexifs sur la façon de faire du bureau. Alors d'abord, il y a un texte général qui décrit cette façon de faire et qui parle de modèle, de lieu et d'usage. Ce sont tous des mots qui sont préférés au terme référence, site et programme qu'on utilise de façon habituelle. Je vous invite à aller lire ce texte et de voir pourquoi c'est plus adéquat. Et puis, il y a une série d'études qui consiste à rassembler des façons de faire propres à l'agence, en traversant plusieurs thèmes. Et donc on voit déjà sur le site que Atractis réfléchit à sa pratique, en plus simplement de la réaliser. Donc je dirais le chemin pour aujourd'hui il est déjà à moitié fait sur le site, puisqu'il y a une pensée sur la façon de faire du bureau. La question maintenant c'est y a-t-il des accointances entre cette façon de faire et les façons d'enseigner pour Vincent et Cécile. Merci Martin. Ben, en fait voilà, tout est dit, c'est parfait. Il n'y a plus grand chose à dire de plus. Donc merci Martin, merci Jasmine pour cette invitation. Une invitation, donc, comme Martin le disait en introduction, la demande c'était précisément de voir comment la pratique du projet en agence et l'enseignement du projet dans la faculté pouvaient avoir des choses à voir, ces deux volets pouvaient avoir des choses à voir l'un avec l'autre, l'enseignement du projet et en l'occurrence ici l'enseignement aussi par le projet, puisqu'il va s'agir aujourd'hui de vous montrer des croisements et des affinités possibles entre ces deux pratiques du projet d'architecture, la pratique de Atractis et la pratique de l'atelier TFE, donc l'atelier du travail de fin d'études, typologie, dans lequel j'enseigne à Loki sur le site de Bruxelles. Et dans les deux cas, donc c'est pour ça que je vous disais un enseignement par le projet, par la pratique du projet, et c'est un peu ce qui se passe aussi dans l'agence, ce que Martin disait, ce que je vais essayer
déplier un petit peu avec vous tout au long de cette rencontre. Alors, à la fois dans l'agence, mais également dans cette unité d'enseignement, on travaille en équipe. Donc, c'est une équipe d'architectes qui pratiquent l'architecture, qui pratiquent le projet à l'agence, et c'est une équipe d'enseignants qui enseigne le projet dans cet atelier. Donc, je prends la parole aujourd'hui, mais je suis certainement pas seule à pratiquer le projet dans toute cette affaire. Alors, ce que Martin et Jasmine m'avaient demandé aussi préalablement à cette rencontre, c'était de vous proposer un référentiel bibliographique qui était à disposition à la bibliothèque. Et donc, du coup, en avançant dans cette conférence et dans les grands jalons que j'allais vous proposer, je vous ai proposé cinq ouvrages. 5 ouvrages qui sont véritablement mobilisés, mais vraiment très activement, à la fois dans nos enseignements et dans nos pratiques du projet. Je dis dans nos enseignements, donc dans l'atelier TFE et typologie, mais également dans les cours de théorie que je donne par ailleurs à la faculté. Et c'est des livres qu'on a sur nos tables de travail à l'agence. Alors, c'est quoi ces livres? Eh bien, bon, vous avez reçu la bibliographie, a priori, ou en tout cas, vous y avez eu accès. Donc, il y a le De Architectura de Vitruve, il y a le précis des leçons d'architecture de Durand, il y a l'espace architectonique de Hans van der Laan, Penser l'architecture de Peter Zumthor, et Construire l'architecture du matériau brut à l'édifice de Desplacés. Qu'est-ce que c'est que ce référentiel? C'est un référentiel qui traite principalement, intensément d'architectonique, de questions architectoniques. Le premier traité d'architecture, donc le De Architectura de Vitruve, il y a une triade qui est dépliée dans ce traité, Firmitas, Utilitas, Venustas, et vous allez le voir, c'est une triade qui est extrêmement active encore aujourd'hui dans la pratique de l'architecture. Le traité de Durand, c'est des questions de typologie, donc de type édifié. Le traité de Van der Laan, il a ça de tout à fait extraordinaire qu'en fait, il s'inquiète de la matière qu'on assemble et de la manière dont cette matière va qualifier les espaces. Et c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui, la manière dont l'assemblage de la matière va vous permettre de produire des spatialités qualitatives. Le livre de Zumthor s'inquiète plus précisément de cette question d'assemblage. Donc, dans le traité de Van der Laan, on a ce rapport masse-espace. Et dans le livre de Zumthor, il nous en dit un petit peu plus sur l'assemblage de la masse. Et puis, construire l'architecture du matériau brut à l'édifice, vous l'avez ici à la bibliothèque de la faculté, il est sur les trois sites. C'est un manuel architectonique que les étudiants de l'EPFL en Suisse reçoivent en première année, et je vous invite vraiment à aller le consulter. C'est vraiment un ouvrage qui traite de la fabrique du projet, de la manière dont cet assemblage, le soin qu'on peut apporter à l'assemblage de la matière. Pourquoi je vous parle de ces 3 ouvrages? Parce que de ces 5 ouvrages, pardon, parce que ces 5 ouvrages, quelque part, mobilisent tous cette triade. Alors, cette triade, on pourrait se dire, bon, c'est quelque chose d'un peu empirique. Ça date de moins 30 avant Jésus-Christ. Est-ce que c'est encore d'actualité? Eh bien, figurez-vous que à la fois alors ça va peut-être moins vous parler, mais le BMA, donc le Baumeister Maître Architecte bruxellois, utilise le tout premier BMA, donc en 2014, a utilisé cette triade pour réaliser son vade-mecum concernant la qualité architecturale à Bruxelles. Et en parallèle à ça, la même année, le CAUE de l'Eure-et-Loire, donc c'est le conseil, c'est en France, c'est le Conseil pour l'architecture, l'urbanisme et l'environnement. Donc c'est aussi un dispositif plutôt institutionnel qui tente de sensibiliser à la question de la qualité architecturale. Eh bien, il reprenait cette triade en disant ceci, depuis donc 2014, depuis Vitruve et toujours aujourd'hui, la qualité architecturale, la question de la qualité architecturale, qualité spatiale. Donc, nous, notre responsabilité, elle est au niveau de cet assemblage de la matière, mais la finalité de cette responsabilité, c'est bien les spatialités qu'on produit. Donc, la qualité architecturale s'appuie sur 3 principes incontournables qui persistent dans le temps. Et puis, il parle des 3 principes, donc la solidité, l'habitabilité, donc l'utilité de Vitruve, ils le traduisent par habitabilité, ce qu'a fait également le BMA, et puis la beauté. Et c'est sur la beauté que je voudrais m'arrêter un tout petit peu, parce que là, il y a vraiment quelque chose. Donc, comme disait Martin, sur le site, il y a tout un volet du site qui essaie de poser les jalons de notre démarche de projet. Et ces jalons sont, vous allez voir, assez... enfin, je les ai pas repris tels quels, mais
sont assez basiques, je dirais. Mais alors, cette phrase-là, qui nous a sauté dessus en 2014, elle a rebattu les cartes d'une certaine manière de notre manière d'appréhender notre pratique. Et cette phrase, elle dit ceci, donc sur la beauté, le dernier principe vitruvien. Ça parle de questions de proportion, de dimension, de rapport entre les choses, et puis ils disent ceci. C'est la part, donc la beauté, que tout édifice qui vise une forme de qualité architecturale devrait rencontrer. Hein. La beauté, c'est la part qui se partage avec les autres, même s'ils n'ont pas l'usage du bâtiment. C'est donc une valeur très symbolique, autant pour l'usager que pour la collectivité. Mais donc, c'est ce qu'on offre en plus. C'est ce que l'édifice va offrir en plus de la demande. Donc, non seulement en tant qu'architecte, quand on vous demande un édifice ou un projet, de faire du projet, il y a une demande très claire. Vous devez, votre responsabilité, elle est dans l'assemblage soigneux de la matière, en visant des spatialités qualitatives. Donc la finalité, c'est la spatialité, notre responsabilité, c'est l'assemblage. Mais au-delà de ça, et c'est ça qui est très beau, c'est que viser la Vénustas, donc viser cette question d'une forme de beauté, c'est viser quelque chose de plus que la demande. C'est qu'est-ce que votre, vous devez toujours vous demander ça. Qu'est-ce que le projet que je suis en train de faire va proposer de plus? Qu'est-ce qu'il va proposer à tous ceux qui n'en auront pas l'usage direct, à tous ceux qui n'ont rien demandé, à tous ceux qui n'ont pas demandé que ce bâtiment soit là. Et à partir du moment où vous posez cette question-là, vous allez non seulement faire votre job, donc répondre à une demande de la façon la plus qualitative possible, mais vous allez dépasser la demande. Et c'est ça qui est vraiment, je trouve, assez émouvant dans cette manière de considérer la Vénustas, c'est de considérer que c'est ce qu'on offre de plus, c'est ce qu'on va offrir à ceux qui ne l'ont pas demandé. Alors par rapport à cette intervention d'aujourd'hui, donc on aurait pu appeler cette intervention Vénustas, or on l'a appelée variation. Pourquoi variation? Parce que on s'est dit dans la demande qui nous était faite, c'était la pratique du projet, l'enseignement du projet. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est pas de vous parler d'un projet ou d'un projet ou de l'autre, je vais vous parler du projet, de la pratique du projet. Ce projet en tant que production, processus de production qui a une capacité à produire une forme de connaissance par rapport à ce dont il se saisit. Donc le projet, c'est finalement, dans votre pratique d'étudiant, c'est déjà le cas. Vous vous en rendez certainement petit à petit compte tout au long de votre cursus. Le projet, c'est jamais qu'un prétexte pour prendre position par rapport à une situation, une demande, et voir comment vous pouvez produire de la connaissance par rapport à cette situation. Donc, aller plus loin par rapport à une compréhension de cette situation et la manière dont le projet va pouvoir, faire du projet, ça va pouvoir vous informer, nous informer, informer la situation sur ses tenants, aboutissants, ses enjeux, etc. Donc, produire de la connaissance par rapport à ceux dont on se saisit, que ce soit des lieux ou des usages, donc un programme, en gros, des demandes, mais aussi parfois des problématiques, des enjeux de société. Si pour certains d'entre vous, vous êtes en dernière année, que vous êtes aux prises avec votre travail de fin d'études, vous savez ça. Vous savez que votre travail de fin d'études, il est basé, il s'appuie et il informe d'une certaine manière un enjeu de société, une question dont vous vous êtes saisi personnellement, parce qu'il vous semble que c'est une question incontournable et que vous allez l'aborder par les outils de l'architecture, les outils de l'architecte, qui sont principalement le fait de faire du projet. Du coup, on est parti sur cette idée de variation. Pourquoi? Parce que en musique, je suis pas du tout musicienne et j'y connais pas grand-chose en musique, mais ce qui est assez beau dans la notion de variation en musique, c'est que la variation, ça consiste à apporter des modifications à un thème, donc une base, un prétexte d'une certaine manière. Les modifications peuvent être de nature différente et les variations peuvent se combiner au point que le thème initial peut alors devenir presque méconnaissable. Donc, ce que le projet fait, d'une certaine manière, c'est ça. C'est proposer des variations, et ces variations, le projet va opérer une série de variations par rapport à un thème, par rapport à un prétexte. Et alors, si on lit un petit peu plus loin ce qu'il en est de la variation sur le plan musical, de nouveau, je vous le dis bien, hein, je ne suis pas musicienne, mais je trouvais ça très évocateur par rapport à notre pratique de l'architecture. C'est qu'il y a trois grands types de variations. Des variations mélodiques, rythmiques et harmoniques. La variation mélodique, c'est le thème qui subit une modification telle qu'on le reconnaît plus ou moins malgré des intervalles différents. Donc, c'est des questions d'intervalles. La variation rythmique, c'est les valeurs relatives des notes qui sont modifiées de façon homogène ou pas. Donc, il y a évidemment après tout un grain plus fin dans chacune des variations. Hein.
Et puis, la variation harmonique, là, on est dans quelque chose de plus qui croise à la fois les intervalles entre les notes et la valeur relative des notes. On est sur une question d'harmonie, où il y a les deux termes, il y a harmonique et je sais plus comment c'était l'autre terme qui était utilisé, mais ça parlait plutôt de rapport entre les choses, l'harmonie accompagnant le thème est modifiée de façon plus ou moins sensible. Et donc, si on rapporte ça à des questions architecturales, compte tenu de préoccupations plutôt architectoniques, donc nos responsabilités, la finalité de l'architecture, et cette histoire d'offrir quelque chose de plus, on pourrait considérer que les variations, elles peuvent être de 3 ordres, sachant qu'elles sont concomitantes dans un projet. Des variations par rapport à l'espace, les intervalles, par rapport à l'assemblage, la valeur des notes, la valeur de la matière, et par rapport à la composition, donc l'harmonie. Donc la composition considérant une forme de société de pièces, si vous voulez. Donc la manière dont les masses font des espaces et les espaces interagissent les uns avec les autres. Maintenant, si on considère que toute la suite de ce que je vais vous présenter va faire intervenir simultanément des projets de l'agence, enfin du projet de l'agence et du projet de cet atelier TFE, et qu'en plus de ça, on considère cette idée qu'il y a une part du projet qui doit pouvoir se partager avec les autres, même s'ils n'ont pas l'usage du bâtiment. Je repasse à travers ce référentiel pour vous dire simplement que dans l'espace architectonique, je vous invite vraiment à lire cet ouvrage, il est complètement incroyable par rapport à ces questions que je vous mets sur la table aujourd'hui. Il y a 2 phrases qui disent bien que ces 3 variations sont concomitantes dans le projet. La première, elle est au tout début du traité, c'est, Van der Laan nous dit, l'espace ne devient visible, ça va vous paraître logique, hein, ce que je vais vous dire, donc il n'y a pas de grande trouvaille, mais le fait de le dire comme ça révèle des choses. L'espace ne devient visible que là où il cesse d'exister contre le massif qui le limite. Donc cette question de variation spatiale, elle est intimement liée à la question de la variation de l'assemblage. Parce que l'espace, il n'existe que quand il s'arrête contre quelque chose qui le limite. Donc ce que vous dessinez dans vos projets tous les jours, c'est de la masse, et vous dessinez ça le plus soigneusement possible, et dessinant ça, l'espace apparaît. D'ailleurs, à un autre moment, il nous dit, on fait le mur, l'espace apparaît. Une question d'instantanéité de l'espace par rapport, évidemment, à la masse qu'on assemble. Et puis, donc ça, c'est vraiment, c'est la phrase qui nous dit bien que la première et la deuxième variation sont très, très liées. Et puis, la deuxième phrase, c'est toute matière massive possède la propriété de pouvoir séparer et ordonner des espaces. Le fait de séparer des espaces, donc ça, c'est première et deuxième variation, et puis ordonner les espaces. Quand on ordonne les espaces, à partir de ce moment-là, on arrive dans des questions de composition. Donc, dans la troisième variation. Donc ça, cette phrase-là, elle nous dit bien, il y a la matière, l'assemblage, qui va avoir des effets sur la société de pièces. C'est quelque chose dont nous parle également Zumthor, quand il nous dit l'acte de construire représente pour moi le cœur même de tout travail architectural, j'éprouve du respect pour l'art de l'assemblage. Il nous parle de l'art de l'assemblage. Ça renvoie vraiment à cette idée qu'il faut prendre soin de la matière qu'on met en œuvre. Quelque chose dont Desplacés nous parle également dans le Construire l'architecture, il nous dit « Concevoir et construire sont pour moi une seule et même chose ». Donc c'est important parce que c'est pas vous, a priori, qui construirez. C'est pas vous qui construirez les édifices que vous allez concevoir, mais par contre, vous devez les concevoir. Vous avez la responsabilité de cette construction, donc vous devez les concevoir en imaginant comment ils vont être construits, comment ils vont se construire. Mais évidemment, tout en étant très attentif, le plus attentif possible, attentif avant tout à l'espace, aux espaces que vous proposez. Partant de ce petit préambule, je vous propose donc des variations sur des questions d'espace, d'assemblage et de composition, sachant, comme je vous le disais, que tout ça est interagissant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des projets d'étudiants et des projets de l'agence, du projet d'étudiants, du projet de l'agence, et je vais le lire par un biais plutôt spatial, plutôt assemblage, plutôt compositionnel, mais où, évidemment, les 2 autres thématiques vont intervenir. D'abord, un projet d'étudiants. Donc, sur la question de l'espace, il me semblait que c'était un des projets les plus représentatifs de cette question de la qualité de l'espace qu'on va proposer. Donc, c'est un étudiant qui s'est penché sur la question des bains, des thermes, de l'espace de bain. Et il a commencé par essayer de faire une sorte d'état des lieux de cette spatialité. Donc, un état des lieux, quand vous faites la bibliographie de votre écrit en TFE, vous avez en fait un état des lieux de tout ce qui s'est écrit sur le même sujet que le vôtre. Donc, avec qui vous cheminez, qu'est-ce que vous mettez dans votre bagage réflexif qui vous permet d'avancer.
En l'occurrence ici, c'est la même chose. C'est une sorte de bibliographie, sauf que c'est une bibliographie d'édifices. Donc cet étudiant a mis à plat tous les édifices avec lesquels son projet allait cheminer. Vous voyez donc une sorte de chronologie de l'espace thermal, de l'espace de bain. Dans la partie supérieure de cet état des lieux, c'est les bains collectifs, donc c'est les bâtiments collectifs, les bâtiments publics qui traitent qui abritent cette fonction-là, qui prennent en charge cette fonction-là. Et puis en dessous, c'est plutôt du bâtiment privé, donc du logement, et de voir depuis la domus romaine jusqu'au bâtiment contemporain comment le bain s'inscrit comment cette spatialité spécifique s'inscrit dans un dispositif architectural plus vaste que lui. Ce faisant, cet étudiant se dit, je vais mettre cette spatialité au travail dans du projet d'architecture, et je vais le faire dans du projet de logement, et je vais voir comment, au niveau du logement, où a priori on est plutôt dans une spatialité individuelle, contrairement aux spatialités collectives qu'on trouve en haut de cette mise à plat, comment cette spatialité individuelle pourrait être mutualisée. Donc comment je pourrais faire du logement avec un petit ensemble, un moyen ensemble, un grand ensemble de logements, et comment cette spatialité peut être mutualisée pour proposer quelque chose de plus qualitatif, d'une spatialité plus qualitative. Du coup, sur un site assez vaste, le long du canal à Bruxelles, il identifie 3 sites d'ampleurs diverses et d'implications diverses par rapport au tissu urbain, dans lesquels il va pouvoir faire du projet, décliner du projet, faire des variations de projet sur cette thématique spatiale du bain. Et ce qu'il va faire... Ah, la slide est un petit peu lourde. Du coup, j'ai pas les plans, c'est pas grave. Donc en fait, ce qu'il va faire, vous voyez ici sa présentation de TFE. Donc il fait du projet. Son projet prend en charge l'ensemble du programme, donc du logement avec des bains, avec des espaces de bain, des espaces mutualisés de thermes et de bains. Et puis vous voyez les maquettes qui sont sous les panneaux. Ces maquettes, c'est pas les maquettes de l'ensemble du projet. C'est les maquettes uniquement de cette spatialité qualitative, de cette spatialité mutualisée, cette spatialité qui est rendue, qui devient le point d'orgue du projet. Et donc c'est ça qu'il va nous montrer dans son travail de fin d'études. Évidemment qu'il a fait le projet des logements, évidemment qu'il il y a des plans, des coupes et que tout ça tient la route, mais ce qui l'intéresse lui, c'est cette affaire de bain. Et donc du coup c'est cette spatialité qui porte son travail de projetation et qui porte ces différentes variations qu'il a faites sur cet espace thermal. Pour rebondir sur cette question d'espace et de déclinaison, en tout cas de recherche sur une spatialité caractéristique, sur une spatialité propre, je rebondis sur un projet de l'agence qui travaille aussi sur une spatialité en propre. Donc je vous parlais de cette spatialité du bain. Ici, c'est une spatialité plutôt culturelle. Donc c'est un bâtiment moderniste qui se trouve à Bruxelles dans une sorte de cœur d'îlot, un peu cœur parc comme ça. Et ce bâtiment est une sorte de monolithe très très fermé dans lequel se trouve toute une série de salles de spectacle. Et donc, de salles de spectacle, de salles à la fois de spectacle, mais aussi d'exposition, d'ateliers, donc un petit centre culturel. Et la demande était de remettre le centre culturel aux normes énergétiques et de désenclaver ce centre, parce que d'abord, donc c'est le bâtiment que vous voyez ici en dessous. C'est un petit bâtiment, je vous le disais, moderniste, un petit monolithe en béton, qui, du fait d'un problème de lisibilité des entrées, lisibilité des appropriations possibles, c'était petit à petit muré. Donc en fait, les rares ouvertures qu'il y avait dedans avaient été murées au fur et à mesure, et donc on rentrait par une entrée très très confidentielle le long d'une rue ici à l'arrière, plutôt que de profiter d'une entrée sur le parc. Et donc la demande était à la fois remettre le bâtiment aux normes énergétiques, mais aussi de pouvoir retourner le gant d'une certaine manière de cette institution. Et donc, ce qu'on a fait à l'agence, c'est d'abord identifier les spatialités de ce bâtiment. Pas les interactions entre ces spatialités, le catalogue des spatialités. Donc, vous voyez tout à l'heure, je vous montrais le travail de cet étudiant qui avait catalogué, mais alors ici, dans un champ historique, la question de l'espace thermal. Ici, en l'occurrence, c'est dans un champ plutôt contextuel. Ce bâtiment, on le désarticule, on le déconstruit, et on essaye d'identifier quelles sont les différentes spatialités, quelles sont leurs qualités, mais aussi quelles sont leurs faiblesses. Donc, par exemple, il y avait leur seule salle de spectacle se trouve ici. Ouais, donc, en fait, elle est ici au fond de la pièce. Et elle est tout à fait inaccessible aux personnes à mobilité réduite parce qu'il faut d'abord monter tout un emmarchement pour accéder au-dessus, un emmarchement qui se trouve à l'extérieur de la salle, pour arriver en haut de la salle et pouvoir descendre le gradinage.
En plus de ça, elle avait une très petite profondeur de champ, donc du coup pas très pratique pour être utilisée en tant que salle de spectacle, et un problème aussi de lumière. Et donc, et c'était le cas pour cette salle-là, c'était le cas pour toutes les autres pièces du bâtiment. Elles avaient des qualités mais des défauts. Et donc, ce qu'on a proposé au niveau du concours, c'est les documents du concours, c'est plus ou moins lisible, c'est de requalifier toutes ces spatialités. Donc, on a presque rien changé dans le bâtiment. On a simplement requalifié certaines spatialités en leur proposant des ajustements qui pourraient paraître assez succincts, mais qui changent tout. Par exemple, cette petite salle de spectacle avec le grand gradinage en béton qui se trouvait ici, on a supprimé le gradinage et on a inversé le gradinage de la salle en proposant un gradinage léger, rétractable. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet du coup de mettre la salle dans le bon sens, parce qu'on a beaucoup plus de profondeur au niveau, les proportions sont plus adéquates. On a aussi la possibilité du coup d'y accéder de plein pied depuis les espaces d'entrée, donc c'est beaucoup plus accessible. Et alors surtout, ça permet d'optimiser tout ce qui est technique, parce que la remise aux normes énergétiques, c'était aussi une remise aux normes techniques du bâtiment, d'un bâtiment culturel qui doit fonctionner avec un certain nombre de techniques. Qu'est-ce que ça a apporté en plus, ce retournement de la salle et cette mise aux normes? Ça a apporté une sorte de grand espace extérieur qui n'était pas prévu dans le programme, mais qui a été offert par le projet, qui a été offert simplement par le fait qu'on remettait, on rajoutait une sorte d'enveloppe au bâtiment et on intégrait toute une série de techniques pour cette nouvelle salle. Donc ces techniques se trouvent en fait finalement sous l'emmarchement que vous voyez là, et cette terrasse elle se trouve au-dessus de la salle. Et donc c'est ce que vous voyez sur cette façade-ci, qui est la façade du côté du petit jardinet de l'institution, c'est que en fait ces techniques elles sont apparentes. D'ailleurs hein, vous les voyez là derrière la résille métallique. Ces techniques elles sont disposées à un endroit qui rend cette position hyper optimale par rapport à la gestion des flux. Donc on est juste au-dessus de la salle à l'arrière, donc vraiment au bon endroit, et ça permet de proposer cette grande terrasse en gradiné assez bien ensoleillée. Ça crée un signal aussi dans le quartier. Donc du coup, pour le fait de retourner le gant, on a ouvert évidemment le rez-de-chaussée beaucoup plus que ça ne l'était, mais il y a aussi cette idée qu'on voit, depuis l'extérieur, on voit cette terrasse qui est habitée dans le parc, et cette terrasse elle est accessible même si on n'occupe pas le bâtiment. On peut y avoir accès via justement ce petit jardin d'entrée. Et donc du coup, c'est quelque chose qui est proposé en plus. Là simplement vous voyez la salle, et donc le fait que ces techniques repartent directement vers le dessous de la terrasse. Et dans ce bâtiment, là où on a été, je vous disais, les interventions sont très ponctuelles parce qu'on a simplement catalogué les spatialités, on a identifié leur potentiel et leurs faiblesses, et on a essayé d'avancer au maximum en tirant parti des qualités des espaces et en intervenant très ponctuellement pour pallier aux faiblesses des espaces. Ces interventions ponctuelles, du coup, l'intérêt, c'est de les rendre lisibles. Parce qu'en rendant les interventions lisibles, on rend aussi le bâtiment en tant que tel lisible. Et les qualités de ce bâtiment, puisqu'on montre qu'on n'est presque pas intervenu. Et donc, ce que vous voyez là, tout le béton brut, c'est le bâtiment existant. Les sols en cassons de pierre bleue aussi. Les petites interventions mobilières, c'est des interventions qui étaient là à l'époque, en carrelage et en béton. Et en fait, l'intervention que nous, on a proposée, c'est simplement c'est toutes ces parois en blocs de terre cuite. Ces parois en bloc de terre cuite qui du coup redélimitent des parties, des in-between, des espaces techniques qui vont permettre à ces salles de continuer à fonctionner, à ces différentes salles existantes, aux salles existantes. Pour que tout ça soit qualitatif, donc pour que l'espace ne soit pas le résidu d'une construction, il faut évidemment dessiner les choses avec le plus de soin possible. Alors là, je vous montre pas de détails techniques, je vous montre simplement les élévations de toutes ces parois en bloc de terre cuite. Donc on a redessiné toutes les élévations pour être le plus soigneux possible, le plus précautionneux possible par rapport à ce matériau. De se dire c'est le matériau constructif qui est le matériau de finition. Ça en général c'est quand même une attitude qu'on adopte transversalement dans nos projets, à toutes les échelles de projet. Et donc du coup si le matériau de construction c'est le matériau de finition, on a intérêt à être très soigneux avec lui, à le rendre presque précieux, en faire un élément d'ornement. Et donc là, vous voyez les calpilages des différentes cloisons, des différentes parois du bâtiment. Un autre bâtiment que vous connaissez certainement, dans lequel il me semblait intéressant d'aborder cette question de la spatialité, c'est la Maison de la Culture de Tournai. Cette Maison de la Culture, c'est une série de spatialités héritées de nouveau. Donc c'est des espaces
auxquelles on a accordé un soin infini, donc de considérer que toutes ces spatialités, elles ont des qualités, et les interventions vont être de nouveau les plus ponctuelles possibles pour intervenir dans ces spatialités avec le plus de délicatesse possible. Au moment du concours, en fait, le projet de la Maison de la Culture de Tournai, la demande, c'était pas une demande de rénovation, c'était une demande de requalification spatiale. Donc, il y a plusieurs institutions qui sont en présence dans ce bâtiment, et ces institutions, au fur et à mesure de leur usage partagé du bâtiment, commençaient à ne plus s'y retrouver sur le plan de leur identité. Donc, ça commençait d'abord à être un peu petit, mais surtout, c'est pas tant le bâtiment qui était trop petit que les usages qui faisaient des lieux qui devenaient très très envahissants. Donc, on n'a pas dû intervenir tant que ça. On a rajouté simplement un étage très très ponctuel sur un côté de l'édifice, mais à la base, dans la demande, il y a certaines équipes qui ont proposé des bâtiments, presque de doubler le bâtiment, parce que quand on entendait la demande des maîtres d'ouvrage, enfin des maîtrises d'usage plutôt, donc les différentes institutions en présence, on disait oui, ce bâtiment est beaucoup trop petit. Mais en fait, en déconstruisant leurs programmes, enfin leurs attentes, et en les remettant à l'échelle du bâtiment, donc là c'est ce que vous voyez, en fait c'est une sorte d'organigramme programmatique, donc une mise à plat, c'est nouveau une mise à plat, une sorte d'état des lieux. Tout à l'heure, je vous montrais l'état des lieux des espaces de bain que cet étudiant avait réalisé. Ici, c'est un état des lieux de la demande du client, donc de ces maîtrises d'usage rassemblées dans cette maison. Et donc, quand on met tout ça à plat, on se rend compte que c'est pas tant l'espace qui leur manque que le fait de désencombrer ces espaces et de remettre tout le monde à la bonne place. Donc, remettre tout le monde à l'endroit où il sera le mieux pour travailler efficacement, et pour créer efficacement, et pour échanger efficacement. C'est une maison assez foisonnante sur le plan culturel, mais où tout le monde était un peu à l'étroit. Donc on a commencé par faire cette grande mise à plat programmatique, cette grande mise à plat des usages, et donc vous voyez apparaître dans cette mise à plat des lieux qui n'existent pas encore, c'est les attentes, les demandes, donc il y a des loges, des espaces de rencontres, foyer des artistes, etc. Donc ça, vous voyez qu'il y a ces organigrammes, c'est pas des spatialités, c'est pas des assemblages, c'est pas des compositions. On est en deçà de questions architecturales. On est juste dans une mise à plat pour essayer de comprendre ce qu'on nous demande. Par contre, il y a des spatialités héritées. Donc celles-là, elles ont les dimensions qu'elles ont dans la réalité. Donc vous voyez la salle dont je vous montrais la photo tout à l'heure, la salle ronde, et puis il y a la grande salle de spectacle. Et tout ça est à la bonne échelle. Tout ça pour vous dire que, donc, si vous voyez la taille des salles, vous voyez la proportion que prend spatialement, enfin, sur le plan de l'étendue de l'espace, les loges, le complexe de loges par rapport au complexe de salles. Vous voyez que la question des loges, c'est quand même une question assez essentielle dans un complexe de spectacle comme celui-là. Ça prend de la place. Alors, il y avait évidemment donc tout le pôle spectacle. Il y avait également tout le pôle plus atelier. Donc, la maison la maison de Tournai, la maison de la culture de Tournai, c'est un espace de spectacle, c'est aussi un espace de production, un espace d'atelier, un espace qui est dédié à toute une série de publics en apprentissage. Et donc, du coup, il y a aussi tout un volet atelier, espace de la SBL, en gros, de la maison. Et puis, il y a aussi la bibliothèque ludothèque et médiathèque également, de la ville de Tournai qui se trouve là. Donc, c'est les différentes institutions qui sont en présence. Et donc, du coup, on a fait ce grand organigramme, cette grande mise à plat des attentes de la maison et de toutes ces maîtrises d'usage. Et puis, partant de là, ce qu'on a proposé, c'est, je vous disais, un grand désencombrement de l'espace. Donc, c'est remettre cette grande structure moderniste. Alors, c'est ça qui est extraordinaire avec les bâtiments modernistes. Le petit centre culturel de Skeuth, que je vous ai montré juste avant, c'est aussi un petit bâtiment moderniste. Il y a une espèce de générosité d'espace. Générosité d'espace parce qu'on a des plans relativement libres, enfin des plans relativement libres. On a souvent un rapport à l'extérieur, donc la question de la lumière, de la prise de lumière est souvent assez généreuse aussi. Et puis, souvent, il y a la question de la circulation aussi, qui est très qualitative. Donc, en fait, on a remis tout ça à nu, et puis on a proposé, c'est les petites choses que vous voyez en doré, on a proposé quelques interventions assez ponctuelles qui permettent de clarifier la cohabitation des usages les uns par rapport aux autres. Donc, on n'a pas recloisonné, on a décloisonné et proposé des articulations. Alors, dans les articulations, il y a des trucs très pragmatiques. Il y a un monte-charge ici qui permet simplement d'acheminer les décors de la grande salle, à l'arrière de la grande salle. Il y a aussi une sorte de marquise d'entrée pour accueillir les publics. Et puis, il y a des plus petites choses, une rampe pour accéder à l'étage, etc. Et donc, ce que vous voyez ici en pointillé, donc ça, c'est pas un plan, c'est une sorte de schéma qui
met tous les étages les uns au-dessus des autres et qui fait état de toutes les spatialités et toutes les petites interventions. C'est une sorte d'état des lieux. Donc là, je vous montre quelques photos du chantier en cours. Simplement, donc c'est pas des photos de photographes, c'est des photos qui sont prises pendant le chantier, mais simplement pour vous montrer ce désencombrement. Donc maintenant, on en est quand même un petit peu plus loin que ça. C'est des photos qui datent un peu, mais je voulais vous montrer ça pour vous montrer qu'en fait, la question de l'espace, c'est d'abord la question de l'existant, de bien comprendre les qualités de ce qui est déjà là. Donc voilà, grande structure. Là, vous voyez le rapport il y a des espaces extérieurs aussi qui sont pris dans le bâtiment. Donc il y a les espaces intérieurs, mais aussi les espaces extérieurs qui sont particulièrement qualitatifs et très interagissants aussi dans les usages qu'on peut faire de ce bâtiment. Un autre travail d'étudiante sur cette question de spatialité, c'est, et je vous le montre parce qu'il me semble que c'est intéressant, ça passe à une échelle plus urbaine, un espace plus urbain. Et pour cause, c'est une étudiante qui travaille sur la galerie, sur le dispositif de la galerie. Donc la galerie comme espace urbain. Et donc ce qu'elle va faire, de nouveau, là c'est pas un catalogue historique de la question de la galerie, elle a identifié toute une série de projets qui ont mobilisé le dispositif galerie, et elle a essayé de comprendre qu'est-ce que ce dispositif de galerie avait comme effet sur le projet, dans le projet. Donc qu'est-ce que la galerie permet? Qu'est-ce que cette spatialité a comme effet sur la composition dans laquelle elle s'inscrit? Et donc elle a pu, en passant à travers vraiment énormément de projets qui mobilisent cette galerie, elle a pu identifier que la galerie permettait tantôt de lier des éléments du projet entre eux, cette première ligne-là. Elle permettait de créer des pièces en plus. Donc la galerie proposait des pièces qui commençaient à interagir avec les autres pièces, et la galerie pouvait proposer également de distribuer des pièces. Donc soit elle relie, soit elle propose des spatialités à part entière, soit elle distribue. Et puis partant de là, en fonction de l'ensemble des projets qu'elle a étudiés, elle voit qu'il y a des projets qui travaillent plutôt sur c'est ça, donc où la galerie est relativement libre, des projets où la galerie borde la composition en règle générale, enfin la composition d'ensemble, des projets où la galerie fait le tour en périptère ou en cloître, donc le tour à l'extérieur ou à l'intérieur, et puis la galerie traversante. Donc en fait, elle catégorise, en fait, si vous voulez, elle fait une sorte de mise à plat du dispositif, et ensuite elle regarde quels sont les leviers de projet. Donc qu'est-ce qui va, selon elle, qu'est-ce qui va pouvoir être mobilisé dans du projet partant de cette étude. Parce que si on étudie un sujet mais qu'on ne sait pas très bien pourquoi on l'étudie ou qu'est-ce qu'on peut en tirer, on va pas en faire grand-chose. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre les choses à plat, mais d'en tirer des leviers de projet, d'en tirer des ressorts de projet. Donc d'avoir une sorte de learning from de cette mise à plat, de cette production. Vous faites la même chose avec vos bibliographies. Les bibliographies, vous les mettez pas là simplement à la fin de votre écrit pour remplir les pages de bibliographie que vos enseignants vous ont demandé. Les bibliographies, c'est une sorte d'univers référentiel que vous mobilisez directement, que vous citez, et puis vous prenez position par rapport à eux. Donc souvent aussi, autant vous prenez position dans vos bibliographies, autant vous pouvez prendre position dans vos catalogues typologiques. Donc vous pouvez à un moment donné inscrire votre projet dans le catalogue, dire le projet que je vous propose, ou les projets que je vous propose, si vous en faites plusieurs, eh bien ils vont s'inscrire plutôt de ce côté-là du dispositif, où ils vont avoir plutôt tel type d'effet. Et donc du coup, faisant ça, vous nous dites déjà à quoi on doit faire attention quand on regarde vos projets. Donc c'est vraiment une manière de positionner votre pratique. Hein. Et donc, une fois qu'elle a cette compréhension du dispositif galerie et des effets de ce dispositif sur la composition, elle travaille sur un site bruxellois de nouveau, et donc du coup, elle catalogue toutes les galeries qui sont actives dans le tissu urbain de Bruxelles. Et elle identifie donc ces galeries. Elle identifie qu'il y a une série de galeries qui sont plutôt de l'ordre de la traversée, donc les galeries des passages, des traversées, et puis des galeries qui bordent. Il y a les deux. Et puis partant de là, elle va essayer de mieux comprendre ces galeries. Donc elle va faire des maquettes de sections de toutes ces galeries bruxelloises pour en comprendre toute une série d'éléments plus de composition directe. Donc des questions de proportion, de registre, de matérialité aussi. Et en parallèle à ça, elle avance également sur un catalogue plus dimensionnel. Donc, et là, du coup, elle requitte Bruxelles. Elle requitte Bruxelles, elle reprend un peu le premier catalogue qu'elle avait fait avec les effets, et elle se demande que fait la matière de la galerie sur la spatialité de la galerie. Donc, comment la matière s'agence
et comment cette matière, les proportions de la matière et l'interdistance de la matière, pour le coup dans la galerie c'est vraiment flagrant parce que vous avez en général des colonnades, donc un rythme qui est donné par des éléments ponctuels, et du coup, qu'est-ce que ça permet comme usage, comme appropriation, comment ces espaces sont habités. Donc ça passe par des éléments en plan, des sections en plan, des sections en coupe évidemment aussi, parce que la question de la galerie c'est des registres et c'est un couvert. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez essentiel. Cette question du couvert, c'est vraiment quelque chose qui va accueillir très très fort. Hein. C'est un espace qui est très très accueillant, très rassembleur. Et puis, de la même manière, donc je vous disais, hein, les trois variations, elles interagissent très fort dans nos projets. Ben, ici, en l'occurrence, chez cette étudiante, c'est flagrant, parce qu'elle en arrive à se demander de quoi sont faites ces colonnes, toutes ces colonnes de galeries. Et donc, du coup, elle catalogue toutes les colonnes de ces galeries qu'elle a identifiées comme étant qualitatives, et elle regarde comment la matière de la colonne a un effet sur la spatialité de la galerie. Un effet au niveau de sa facture, au niveau de ses dimensions, au niveau de sa hauteur, au niveau de la manière dont elle peut porter le couvert de la galerie, etc. Donc elle est vraiment, on est passé d'un espace aux effets de cet espace et à la fabrique de cet espace. Donc là, on est déjà aussi dans l'assemblage. Et puis ensuite, elle a un site d'études qui est assez vaste, évidemment, qui va ici, de la place de la Justice jusqu'à la rue de la Régence. Et c'est quoi ce site? En fait, c'est un site qui est, où c'est criant que le dispositif galerie va pouvoir faire quelque chose pour lui. C'est un arrière institutionnel. Donc c'est tout un site, tout ce site-là, c'est l'arrière de toute une série d'institutions. C'est l'arrière des musées royaux des Beaux-Arts, c'est l'arrière de la Bibliothèque royale. Donc en fait, c'est l'arrière de grandes institutions qui ont clairement un avant et un arrière. L'avant se trouvant ici sur le Mont des Arts, et l'arrière se trouvant sur ce site ici qui a beaucoup de mal à fonctionner. Et donc, du coup, elle prend le site à l'étude, elle identifie tous les endroits, les endroits où il y a des manques, des faiblesses, et elle regarde comment les trois possibilités de la galerie, donc relier, proposer des spatialités, donc des pièces, et distribuer, vont pouvoir avoir un effet sur ce site. Donc en gros, une fois qu'elle a fait son étude préalable, et qu'elle propose une lecture attentive de la situation, le projet est là. Le projet est là. Elle a un site qu'elle analyse finement, et puis elle a la spatialité de la galerie. Elle a un peu étudié les effets de ce dispositif, et connaissant les trois types d'effets, donc relier, proposer des séjours et distribuer, et ben du coup, elle sait où elle doit intervenir pour proposer quoi. Et donc, elle en arrive à un projet de galerie, mais pas que de galerie, puisqu'il y a le projet de ce dispositif architectonique, donc construit, mais qui va avoir aussi des effets sur la qualification de la qualité des sols publics, et puis la qualité des institutions, parce qu'en gros, elle va permettre aux institutions d'avoir pas un deuxième avant, mais une adresse. Ces institutions vont pouvoir s'adresser à ce nouvel espace public qui va être requalifié par son dispositif. Là-dessus, ça me permet de rebondir sur une série de projets de l'agence qui sont à cette échelle, qui sont proposés à cette échelle de dispositifs urbains, donc de spatialité urbaine. Spatialité urbaine, ici en l'occurrence, vous reconnaissez peut-être le Mont des Arts. Donc, je vous le disais, hein, cette étudiante a travaillé sur l'arrière de la Bibliothèque royale et le Musée royal des Beaux-Arts. Et ben, ces institutions, elles donnent sur le Mont des Arts, que vous voyez ici. Sauf que ce Mont des Arts, vous ne le verrez plus jamais comme ça, parce que ça, c'est la situation du Mont des Arts avant qu'il soit retravaillé en très grand plateau. Donc le Mont des Arts, si vous le connaissez, c'est vraiment une sorte de très grand espace public qui relie le haut et le bas de Bruxelles. Et avant qu'il soit retravaillé, c'était ceci. Donc c'était une assez belle séquence paysagère avec des emmarchements. Ça mobilisait les maillages verts et bleus. Donc il y avait de l'eau et de la végétation qui travaillaient dans ces emmarchements. Et on passait du haut de Bruxelles vers le bas de Bruxelles dans une sorte de promenade urbaine. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que récemment, à l'agence, on a travaillé sur un concours qui devait s'inquiéter justement de ce site. Pas tout à fait de ce site-là, en fait, du site qui se trouve à quelques mètres de là, à savoir le site qui se trouve devant le nouveau bâtiment de la banque, j'ai oublié le nom, qui se trouve juste en face de Beaux-Arts, si vous voulez, juste en face de Beaux-Arts, en contrebas du Parc Royal. Et donc, c'était un concours où on devait réfléchir à cette place ici, mais on devait y réfléchir en recontextualisant la problématique
dans une problématique plus vaste qui était le lien entre le haut et le bas de Bruxelles. Et donc, du coup, on a commencé par une sorte de catalogue, un catalogue de spatialités qui ont pris ce rapport haut-bas en charge. Et on a identifié 3 sites, enfin 3 pièces de puzzle, 3 pièces urbaines qui avaient pris cette situation en charge de façon plus ou moins efficace. Le site de la cité administrative, le site du contrebas du Parc Royal, le site sur lequel on devait faire une proposition de projet, et puis le site du contrebas du Palais de Justice, donc des Marolles. Et on voit que dans ces 3 sites, donc là je vous ai pas mis tout le déplié de l'affaire, mais là vous avez le cadrage, en gros de se dire voilà les 3 lieux dans lesquels on a l'impression que cette question du rapport haut-bas du travail topographique est intéressant, et on voit que ces 3 endroits dans lesquels on a une relation très très différente ou des manières de fonctionner très différentes par rapport à la topographie. On a quelque chose de plutôt traversé, des traversées relativement presque domestiques au niveau des Marolles, donc des traversées qui prennent la pente à bras-le-corps, qui parfois même la descendent par des petits emmarchements, mais ça reste des rues. Ici, au niveau du contrebas du Parc Royal, on est plutôt dans une sorte de topographie qui contourne les choses, donc en fait qui propose une promenade un peu plus douce. Donc et on le voit d'ailleurs dans les tracés, on a quelque chose, plutôt que de descendre abruptement, ça descend en suivant presque des courbes de niveau. Et puis au niveau de la cité administrative, là on est sur des soutènements. Donc on est sur des grands soutènements, c'est des bâtiments soutènements, et on franchit les soutènements en passant d'un bâtiment à l'autre. Ça dégringole, mais de façon beaucoup plus monumentale. Le site sur lequel donc on nous demandait de travailler, c'était ce site-ci. Je vous dis qu'il y a un jet de pierre du Mont des Arts. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris il nous semblait que la manière dont le Mont des Arts, à l'époque, fonctionnait, donc descendait cette topographie, était particulièrement qualitative. On a identifié les différents leviers de projets qui se trouvaient dans ce projet du Mont des Arts. Donc, c'est l'ancien Mont des Arts qui est dessiné ici, pas le nouveau, que vous voyez là. Et donc, ces leviers, c'était quoi? C'était justement un travail plutôt de promenade urbaine avec des emmarchements relativement doux, des moments de pause, donc des séjours, des pièces à part entière, un travail sur les maillages vert et bleu, et le fait d'avoir une séquence qui démarre sur un palier relativement généreux et qui termine sur un palier également généreux. Et donc, c'est ces dispositifs-là qu'on a utilisés pour proposer un projet ici au niveau de cette place à recaler, qui n'est pas une place en fait. Pour l'instant, c'est une sorte de nœud routier, de carrefour, qui est plutôt contourné par les voitures et qui est assez peu utilisé en son centre. Et donc, ce qu'on a proposé, c'est le même genre de dispositif, mais revisité. Idem pour les espaces publics du cœur de forêt, donc une autre spatialité en tant que telle urbaine sur laquelle on a travaillé à l'agence. Et là, vous voyez une photo d'époque de la place Saint-Denis. Donc, la demande concernait l'ensemble du cœur historique de Forêt. Et le cœur historique, il va en gros de la place Saint-Denis, qui est en bas du cœur historique, jusqu'au rond-point Zaman, qui se trouve au-dessus. Et vous voyez dans cette photo, c'est assez flagrant. Donc, vous voyez que c'est assez peu c'est assez dégagé, là, en l'état. Aujourd'hui, c'est très, très plein de gens, plein de voitures, plein de trams, plein de tas de choses. Ici, en l'occurrence, c'est encore assez light comme usage. Mais ce que vous voyez qui est flagrant, c'est que c'est dessiné avec un langage routier. C'est des rayons de giration, c'est des trottoirs et des voiries. C'est un langage qui n'est pas un langage d'espace public partagé, entre guillemets, c'est un langage très spécifique. Et donc, ce qu'on a fait de nouveau, c'est d'abord bien cadrer l'existant. Pourquoi? Parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, ce cadrage, il est essentiel. Donc ça, vous le faites certainement dans vos projets, c'est vraiment essentiel que vous fassiez ça dès le début de votre projet, c'est cadrer ce qui, de l'existant, est significatif, ou va être significatif, ou vous semble significatif par rapport à la question qu'on vous pose. Donc, quand vous faites ça, vous avez déjà fait la moitié du chemin de votre projet. Simplement cadrer la situation et la considérer avec beaucoup d'attention et voir ce qui, de cette situation, va faire le projet. Donc, c'est simplement, on fait ça à chaque début de projet, hein, donc simplement se dire où est notre terrain de jeu, où se trouvent les choses qu'on va mobiliser pour faire du projet. Ici, en l'occurrence, on a travaillé avec une illustratrice qui s'appelle Eva Leroy et qui a travaillé avec nous à la délimitation de cette pièce de puzzle, cette pièce urbaine, ce cœur historique
de forêt. Et on a identifié tout ce qui pouvait être utilisé dans le projet. Et en gros, le projet, c'est quoi? C'est de considérer cet espace public avec ses ampleurs, mais aussi ses exiguïtés, et se dire, on va partir des endroits les plus exigus, les plus étroits, et on va voir comment on peut pousser les murs. Donc autant dans les bâtiments existants, on essaie de désencombrer au maximum. Dans l'espace public, on se dit, au niveau du sol, il faut qu'on arrive à aller d'un bout à l'autre pour pousser les murs et rassembler les lieux. Donc c'est vraiment ça les deux leviers d'action sur lesquels on travaille dans ce type de projet. Et donc Eva Leroy nous a fait à la fois cette grande délimitation et puis ensuite une série de vues qui font une sorte de séquence qui partent du rond-point Zaman. Donc vous voyez ici la conductrice de tram, elle est en haut du rond-point Zaman, elle descend vers le cœur historique. Et donc c'est toute une série, il y a 9 visuels qui descendent petit à petit jusqu'à arriver à la place communale, la place Saint-Denis qui se trouve ici. Et donc il y a vraiment l'idée de voir comment à la fois avec des éléments de paysage, donc du mobilier, de la végétation, des sols, comment est-ce qu'on peut pousser les murs et rassembler les lieux. Idem au niveau, donc je vous le disais, là, dans ces projets-là, on a cadré le champ du projet. On a cadré le périmètre, enfin à la fois du petit centre culturel de Skeut ou ici du cœur historique de Forêt. Alors, pour ce projet-là, le projet du U-Square, donc des casernes d'Etterbeek, pareil, on nous demandait au niveau du concours de repenser les espaces publics, de repenser les sols de ce site pour en faire des espaces publics. C'est pas des espaces publics, c'est une caserne. Donc une caserne, par définition, c'est un grand espace clos, délimité par un mur, avec un sol tout à fait privé. Et là, l'idée dans le projet, c'est une sorte de petit master plan, mais nous, on travaillait pas sur le master plan, on travaillait sur la qualité des sols. On nous a demandé d'étudier ces sols et de voir en quoi ces sols peuvent devenir des sols publics. Et donc, autant dans les autres projets, je vous ai montré des mises à plat qui tentent de cadrer ce qui de l'existant est significatif par rapport à la question. Ici, on a ramené dans le projet une sorte de famille d'espaces publics qui dépassaient complètement le projet, mais avec lesquels le projet était en dialogue. Donc le projet, en gros, il se trouve ici. J'arrive à pointer ça, voilà. C'est les casernes qui sont ici, c'est ce site-là. Et en fait, ce site-là, il est en interaction très forte. Enfin, en tout cas, il participe d'une forme d'identité bruxelloise, de place bruxelloise, d'institutions bruxelloises et de parcs bruxellois. Et donc, du coup, on a simplement redessiné, donc c'est de nouveau, c'est des histoires de cadrage. Là, on n'a rien inventé. On a simplement révélé des choses avec lesquelles le projet va travailler. Et donc, vous avez les casernes, et puis, vous voyez que ces casernes sont en interaction avec toute une série de choses, avec, par exemple, la place Flaget et l'institution d'enseignement qui se trouve sur la place Flaget, le parc universitaire qui se trouve juste ici plus loin, des étangs, des parcs et des institutions en tout genre, qui font partie d'une sorte de chapelet d'espace public, de chapelet d'espace culturel ou institutionnel, de chapelet d'espace vert. Et donc, du coup, partant de ça, on a réalisé des atlas. Des atlas, vous voyez les 2 atlas ici, un atlas des parcs et un atlas des places, dans lesquels on a inscrit le site du projet. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une fois que vous avez fait votre mise à plat, la toute première mise à plat que je vous montrais avec les espaces de bain, l'étudiant aurait très bien pu mettre son projet dedans, voir comment ce projet pouvait entrer en dialogue avec les autres projets. Ici, c'est la même chose. Vous avez tous les parcs qui interagissent d'une manière ou d'une autre avec le site du projet et toutes les places qui interagissent d'une manière ou d'une autre avec le site du projet. Et alors, ce qu'on a listé, c'est les dimensions, donc l'ampleur de ces différents espaces et les usages qui en sont faits. Pourquoi? Parce qu'en général, dans des espaces publics où cataloguer les choses plus vastes, de façon plus vaste que le site du projet, ça permet d'en demander peut-être moins au projet. Parfois, sur des projets d'espace public, on vous en demande énormément. On demande que cet espace public arrive à résoudre des tas de choses ou arrive à intégrer des tas de demandes. Et en fait, vous vous rendez compte que si vous faites tout ce qu'on vous a demandé, cet espace public, il va jamais y arriver. Alors que si vous considérez qu'en fait, il fait partie d'une sorte de maillage, vous pouvez faire baisser un peu la pression sur le projet.
Et donc dire, ben voilà, le projet, il va s'inquiéter de ça, à cet endroit-là, mais par ailleurs, cette demande-là ou cette demande-là, elle est reliée directement à tel ou tel endroit. Et donc plutôt mettre les choses en réseau et considérer que le projet va pouvoir simplement s'inquiéter du site à sa juste valeur, à sa juste ampleur. Et c'est ce type de considération que ces documents-là permettent, que ce type de démarche permet. Et puis partant de là, en fait, le projet qu'on a proposé, c'est un projet qui a simplement proposer une sorte de temps du projet. Donc ces schémas que vous voyez là, c'est des schémas de phasage. C'est des schémas de phasage. Donc le master plan, il n'est pas de notre ressort, il est là. Nous, ce qu'on doit proposer, c'est une manière de qualifier les espaces, mais à partir du début du projet de quartier. Donc c'est tout un, enfin l'idée c'est de faire quartier à cet endroit-là, du début du projet jusqu'à la fin. Donc c'est des années et des années de projet, parce qu'il y a plusieurs phases. Il y a des bâtiments qui seront en chantier alors que d'autres seront seulement en concours. Donc ça veut dire faire en sorte que ces espaces publics ne soient pas des grands lieux de chantier auxquels on ne peut pas accéder pendant les 10 prochaines années, mais que ce soit des lieux qui soient actifs directement, dès le premier coup de pelle, et même avant. Et donc du coup, c'est ça que ce phasage permet. Parce que ce phasage permet, ça dit juste, donc en jaune, c'est ce qui est déconstruit, en vert, c'est ce qui est proposé. Et donc ça dit juste que dès la première phase de déconstruction, qui n'est pas de notre ressort, nous, ce qu'on propose, c'est une grande pépinière et une carrière. Une carrière pour retravailler les pavés qui vont être déconstruits, retravaillés et repositionnés, et une pépinière parce que c'est un site qui va être planté, mais si autant que les arbres qu'on va planter commencent déjà à pousser sur site, parce que ça permet des tas d'activités qui pourront après avoir lieu sur l'ensemble du site. Donc en fait, en gros, on propose des lieux qui vont activer le site par rapport à des usages futurs et qui vont permettre de construire une sorte d'histoire collective du site et faire en sorte de ne pas soustraire ces espaces aux usages pendant tout le temps du chantier. Et donc c'est ça que dit ce schéma de phasage. C'est simplement fabriquer une pépinière et une carrière, pépinière et carrière qui sont très très actifs tout au long du projet. Alors il y a déjà des éléments actifs sur le site et la pépinière et la carrière évidemment vont pas pouvoir rester à terme parce que à terme dans la carrière il y a des bâtiments qui vont être construits et sur la pépinière aussi, mais ils sont actifs jusqu'à ce que de nouveaux équipements puissent prendre le relais. Donc il y a des équipements en place, par exemple le vélodrome là. Cet équipement il reste actif et puis ceux qu'on propose ils prennent le relais jusqu'à ce que la nouvelle place, voilà, ça tourne dans ce sens-là, jusqu'à ce que la halle principale soit active et la place du vélodrome devienne la place principale. Mais donc du coup, si je fais un schéma de phasage plus illustré, vous avez à droite les lieux qui sont déjà actifs en phase -1, donc la phase de déconstruction, la première phase toute jaune là. Et puis on est très attentif au fait qu'ils restent actifs jusqu'à ce que nous très vite on met en place la carrière et la pépinière. Et puis ces choses-là restent actives jusqu'à ce que ceci puisse devenir autre chose. Et à ce moment-là, c'est là que les activités qui sont dans les usages, dans les espaces évités, passent dans les espaces interactifs, enfin actifs. Alors au niveau des assemblages, donc cette histoire de la matière, ça fait une... Pardon ? Un peu moins d'une heure, d'accord. Alors je vais aller un peu plus vite. Donc sur la matière, de nouveau un projet d'étudiant qui... parce que donc, je vous disais, vous pouvez aborder votre projet sur des questions de spatialité. Travailler sur la galerie, travailler sur les bains. Vous pouvez aussi aborder votre projet avec des questions de matérialité. Vous êtes intimement convaincu que la construction en pierre massive, c'est le devenir de l'architecture, et donc vous voulez absolument tester ça dans votre projet de fin d'études. Là, c'est un étudiant qui avait cette conviction-là, et donc du coup, il travaille sur Naples et sur les carrières de tuf. Et donc, il va d'abord cataloguer toutes les carrières, donc c'est une sorte de sous-sol napolitain, toutes les carrières de tuf, pour identifier où son projet pourrait se positionner, projet de logement. Et donc, ce faisant, il va travailler sur un site, mais il va travailler surtout sur... de nouveau, c'est le déjà là qui fait le projet. Donc, vous voyez cette maquette, c'est le projet va émerger de cette matière du tuf. Et c'est le cas sur la maquette, mais vous voyez aussi dans ces coupes, elles sont napolitaines. On voit le tuf, on voit la grande carrière et on voit la manière dont le projet s'inscrit là-dedans. Idem pour... donc, on a travaillé également avec les étudiants sur des maquettes immersives, donc des maquettes
qui sont photographiés, qui parlent des spatialités, de la qualité des espaces qu'ils produisent. Et là, de nouveau, vous voyez que cet étudiant a travaillé sur la matière en tant que telle. Sa maquette, elle est faite en tuf, donc en matériel, en pierre, quoi, si vous voulez. Et donc, du coup, on sent vraiment ce travail, c'est un travail très réflexif, un travail à la fois d'assemblage, très pragmatique, mais aussi réflexif sur la matière de l'architecture. C'est quelque chose sur lequel on est assez attentif aussi à l'agence. Voilà, par exemple, un projet dans un bâtiment industriel dans lequel il fallait agencer un espace bureau et un espace logement. Et ce projet, ce qu'il propose, au-delà du fait de proposer un espace bureau ici et un espace logement ici, avec des entrées bien distinctes, il y avait le fait de pouvoir passer de l'un à l'autre, puisque c'est le même commanditaire pour le logement et le bureau. Et donc, ce qu'on a proposé, c'est une sorte de terrasse en creux qui fait que de chez soi, on passe dans un espace extérieur et de cet espace extérieur dans les bureaux. Donc, c'est la photo que vous voyez là. Et donc, en fait, ce projet, il propose une sorte d'espace en plus qui est cet espace extérieur que vous voyez ici dans la composition. Et donc, cet espace extérieur et ce projet, c'est une sorte d'articulation de différentes spatialités, mais la question ici, c'est vraiment la question de la matérialité et de l'assemblage. Vous voyez que l'espace refuse d'être le résidu d'une construction. Donc, l'espace, et ça, c'est vraiment quelque chose auquel vous devez être attentif dans vos projets, c'est de considérer que l'assemblage, vous devez être attentif à l'assemblage, parce que c'est important de bien construire, mais aussi parce que ça va vous permettre de proposer des spatialités qualitatives, justement. Ça va vous permettre de faire en sorte que l'assemblage soit là au service de l'espace et pas l'inverse. Et donc ça passe par un dessin, vous voyez ici en plan, un dessin de détail, de calpinage des blocs et de la manière de faire tourner une matière qui a une épaisseur pour que les spatialités induites soient plutôt des croisements de lignes. Cette question de la matière, c'est une question qui a été prise presque de façon extrême par un étudiant de nouveau à l'atelier TFE qui s'est inquiété. Alors c'est ça qui est étonnant, c'est que c'est un étudiant qui a travaillé sur les joints en architecture, donc vraiment sur le détail constructif, mais qui pour faire ça est parti d'une compréhension des grandes infrastructures industrielles, enfin non, pas réellement industrielles, les grandes infrastructures bruxelloises. Et puis, dans ces infrastructures bruxelloises, il a identifié le site des abattoirs. Sur ce site des abattoirs, il a étudié la question de la trame en architecture, la trame de ces grands vaisseaux productifs, les grands vaisseaux à la fois historiques, donc la halle des abattoirs historiques, et puis les bâtiments plus contemporains, le bâtiment qui vient d'être réalisé et les bâtiments qui vont être réalisés. Et puis, en parallèle à ça, il a fait toute une étude sur le matériau. Qu'est-ce que le matériau permet comme spatialité? Quelles sont les spatialités qui sont induites par les capacités constructives des matériaux. Et donc là, son catalogue, c'est ça. C'est un catalogue sur qu'est-ce que la brique nous permet, qu'est-ce que le bois nous permet, qu'est-ce que le béton nous permet, qu'est-ce que le métal nous permet, avec des structures plutôt enclos, 4 piliers au coin, un pilier central et quelque chose de beaucoup plus ponctuel. Et donc, vous voyez que dans ce catalogue-là, ça va lui permettre ensuite, je vais peut-être montrer directement les photos de la maquette. Donc d'abord de voir le nœud constructif pour un matériau en particulier, et puis la rencontre de ces matériaux. Donc comment ces matériaux peuvent cohabiter et comment les assemblages peuvent cohabiter pour faire du projet. Et donc là, vous voyez toute une série de nœuds constructifs qui permettent à du métal et du béton, et de la brique et du métal et du bois de cohabiter les uns avec les autres. Tout ça pour réaliser, de nouveau, ça c'est la photo d'une maquette, pour réaliser des spatialités qui sont induites par les assemblages. Donc là, lui, il a vraiment travaillé sur l'assemblage, une espèce de catalogue d'assemblage, et ensuite il a appris du coup le programme actuel des abattoirs, et puis il en a fait du projet. C'est quelque chose, la question de l'assemblage, c'est quelque chose qu'on a aussi travaillé, assemblage de différents matériaux, je veux dire. C'est quelque chose qu'on a travaillé ici sur un atelier de menuiserie à Morlanway, où en gros la spatialité que vous voyez là, c'est finalement, quand on regarde l'axonométrie, c'est un U en béton, c'est du béton, des prémurs, qui du coup apportent la masse nécessaire au niveau thermique, etc. Et puis par-dessus, une sorte de grand U en bois, qui lui va apporter de la lumière zénitale et permettre de franchir une très grande portée. Parce qu'un atelier de menuiserie, c'est des machines qui doivent pouvoir transporter des pièces de bois sans qu'il y ait des poteaux au milieu de l'espace. Donc du coup, il fallait une très grande spatialité
dégagée et lumineuse. Donc là, vous voyez la photo de la maquette du projet, et puis la photo du projet en chantier. Et donc, vous voyez vraiment cette idée qu'on a des assemblages, l'assemblage entre de la masse et cette grande résille de bois qui est à la fois une grande portée et à la fois des prises de lumière. Ça oblige évidemment, enfin ça oblige, pour avoir ce détail, pour se dire que de nouveau la spatialité est franche et qu'elle n'est pas le résidu d'une construction, ça veut dire redessiner soigneusement ces raccords entre des assemblages bois, des assemblages béton, ici en l'occurrence l'assemblage d'une série de prémurs, pour arriver à ce croisement de lignes, si vous voulez, pour arriver à cet agencement de matière, cet assemblage qui révèle des espaces. Encore 5 minutes? Ouais. 5 minutes sur la composition. Donc, vous vous rappelez tout à l'heure, on avait un étudiant à Naples qui avait travaillé sur les carrières de tuf, de tuffeau. Ici, on a un étudiant qui, au niveau de la composition, là c'est vraiment, autant l'étudiant tout à l'heure sur le tuffeau, il était vraiment sur la matière pour la matière, comment cette matière peut faire de l'architecture, comment presque l'architecture va émerger de cette carrière de tuf. Ici, on a un étudiant qui s'inquiète de la composition. La composition, donc la société de pièces, comme dit Louis Kahn, la société de pièces, et lui en l'occurrence dans les palazzos napolitains. Donc d'abord, il catalogue tous les palazzos de Naples, et puis il les redessine attentivement, et en les redessinant, il en extrait à chaque fois une séquence qui selon lui est éminemment importante dans la composition d'un palazzo, c'est la séquence entrée, cour, escalier. Dans un palazzo napolitain, selon lui, c'est vraiment ce qui fait tout l'ADN du palazzo, la séquence entrée, cour, escalier. Et donc, vous voyez ici toutes des petites séquences où il n'a dessiné que l'entrée, la cour et l'escalier pour pouvoir ensuite en faire des familles. Donc, se dire, dans autant de palazzo, palazzi, la séquence c'est entrée, cour, escalier, frontale. Donc, une sorte de séquence linéaire. À d'autres moments, l'escalier se met sur le côté. À d'autres moments encore, c'est la cour qui va se mettre sur le côté de l'entrée. Et donc, du coup, vous voyez qu'il catalogue les différentes compositions possibles. Donc, les différentes manières dont ces trois spatialités vont s'agencer les unes par rapport aux autres. Mais de nouveau, en faisant ça, il a tous les leviers pour faire du projet, s'il décide de faire un projet de palazzo à Naples. Il y a pas d'autres possibilités. En tout cas, il a fait le tour le plus exhaustif possible de toutes les possibilités, mais surtout, ce qu'il a identifié aussi, c'est les qualités de ces possibilités. Donc, qu'est-ce que ça a comme effet de mettre l'entrée, la cour et l'escalier de cette manière-là? Et alors, c'est exactement comme ce tout premier étudiant que je vous montrais sur les bains. Il identifie dans Naples différents sites, en l'occurrence 3 sites, avec des ampleurs variables. Et il va proposer du projet. Il va faire du projet, entrée, cour, escalier, pour faire des palais. Et donc, il en arrive, voilà, à faire des propositions de palais, de nouveau, des maquettes qu'on va photographier, et où vous voyez ici une entrée qui se fait sous une arche, enfin, sous une colonnade, et puis la cour, où vous voyez vraiment cette prise de lumière zénitale, et puis l'escalier là-bas en fond, qui est une sorte d'escalier un peu baroque, qui permet d'accéder à l'étage de cette espèce de galerie intérieure. Cette question et je termine là-dessus, cette question de la composition, c'est quelque chose qui nous a occupé très intensément à l'agence pendant presque 5 ans maintenant. C'est sur la question des écoles. La question des écoles en communauté française et plus précisément des RTG, donc des bâtiments d'école en communauté française qui étaient des bâtiments plutôt transitoires, donc des bâtiments réalisés avec des matériaux qui n'étaient pas faits ni pour créer des spatialités tout à fait exceptionnelles, ni pour durer des dizaines d'années, parce que c'était une solution transitoire donc des écoles temporaires d'une certaine manière avant de pouvoir construire des vraies écoles. Et puis il se fait que ces bâtiments RTG, ils sont restés et ils sont toujours là, alors qu'ils datent des années 60. Et donc, du coup, il y a eu une demande de la communauté française pour faire c'est pas vraiment de la recherche par le projet, mais plutôt avoir une sorte de démarche exploratoire, de se dire qu'est-ce qu'on peut proposer comme dispositif qui pourrait remplacer ces RTG efficacement, à moindre coût et de façon modulaire, flexible, enfin essayer de trouver une alternative un peu innovante à cette question. Du coup, on s'est penché sur la question, c'était en 2014. En 2014, donc là c'est les slides du concours. Donc, ouais, c'est ça, 2014.
Donc l'idée, c'était d'abord d'identifier la spatialité, le noyau dur des écoles en communauté française, considérant un enseignement plutôt type traditionnel avec des classes. Donc on n'est pas sur des recherches par rapport aux nouvelles pédagogies et aux clusters, etc. On est vraiment sur la classe, comment, et alors du coup, comment réinventer la classe, comment la dépasser, comment rendre les seuils beaucoup plus poreux, ça c'est très clair. Mais la base, c'est la classe, donc un élément de classe. Et puis cet élément de classe, voir quelle est la matière, parce que je vous disais, l'espace, il existe qu'à partir du moment où on a de la matière qui l'arrête. Donc comment la matière va fabriquer cet espace, comment cette matière va se percer et va permettre des interactions d'un espace à l'autre, et comment cet espace, dans ses dimensions, peut devenir plus modulable. Savoir qu'un espace de classe, un tiers de cet espace, ça peut être toute une série de choses, un accueil, des sanitaires, une circulation. Et du coup, ce tiers, on peut l'ajouter à un espace de classe pour faire, par exemple, un espace de sieste ou des espaces psychomodes, parce que l'idée, c'était aussi de pouvoir proposer un processus exploratoire qui puisse rencontrer les attentes de classes maternelles, primaires et secondaires. Il y avait les trois. Donc du coup, il y a la question des différentes pratiques, donc d'assembler ces modules pour en faire, je vous le disais, un et un tiers, 2, voire parfois 3 pour par exemple l'administration ou le réfectoire. Et puis il y a il y avait aussi la demande d'un principe constructif. Donc ça c'est le principe qui était proposé en 2014. Entre-temps, il a un petit peu évolué, mais à la base c'est assez simple. Hein, c'est des grands pans de CLT qui sont travaillés en atelier et puis qui sont amenés sur chantier. Et il y a tout un système d'assemblage qui permet d'assembler ça très très facilement. Très rapidement, et vous voyez du coup que toutes les techniques sont situées, là de nouveau c'est pas une invention incroyable, toutes les techniques sont situées dans la partie couloir, ce qui permet de dégager complètement l'espace classe, et ces grandes parois intègrent du mobilier. Et donc là vous voyez la coupe d'architecture, la coupe architectonique qui était proposée au stade du concours, c'est toujours plus ou moins la même coupe aujourd'hui. Ce qui était intéressant dans ce travail, c'est pas tant le fait de proposer quelque chose de modulable, c'est de voir ce qu'on peut en faire. Et donc, du coup, on a fait une sorte de catalogue en partant de 4 classes jusqu'à 16 classes. Qu'est-ce que ça produit comme type d'école? Donc, évidemment, 4 classes, vous n'avez pas une école entière, hein, vous avez juste une section maternelle, mais il y a des fois où la demande de l'école, c'est... à certains moments, la demande de l'école, c'est juste une section supplémentaire, une section maternelle, ça veut dire 4 classes. Et puis, pendant 5-6 ans, maintenant, on a fait des concours d'école en mobilisant ce travail. Donc, en tentant des compositions. C'est pour ça que je vous ai mis ça dans cette partie-là, des variations au niveau de la composition. Donc là, vous voyez, je vous ai mis toute une série de plans d'école à la même échelle, orientés. Donc c'est pour ça qu'ils sont tous de travers. Et ça va d'une intervention de 2 petites classes avec un patio à une école complète ici. Une école avec ici un gymnase et une section, enfin une école primaire. Donc là, vous avez l'école primaire complète et le gymnase. Et donc, c'est ce projet-là qu'on est en train de terminer maintenant. Et cette composition, en fait, c'est une composition. Donc, on est parti de cette classe et de la fabrique de cette classe, de la manière dont ça peut s'agencer en société de pièces. Et ici, il me reste 4 photos pour vous dire les effets de cette composition sur le site dans lequel cette composition s'inscrit. Donc vous voyez le plan masse de départ avec une sorte de salle de sport ici assez vétuste et un petit couloir qui longe la salle de sport. La section des maternelles ici, la section des secondaires ici et les primaires ici. Tout le monde était très à l'étroit au niveau des primaires et des secondaires. Donc la demande, c'était d'aller installer un bâtiment des primaires et un gymnase de ce côté-ci. Ce qu'on a proposé, c'est d'installer les primaires ici, en lien direct avec les maternelles, de façon très interagissante avec un jardin entre les deux. Et puis, d'ouvrir cette partie-ci, parce que ce bâtiment-ci était très très vétuste, pour que les secondaires qui sont ici aient aussi un lien avec les primaires et puissent profiter de la cour de récréation qui est là, qui est fabriquée par la position du gymnase. Donc en gros, le gymnase et l'école primaire fabriquent une sorte de cour de récréation qui est traversée par le paysage de l'école. C'est une école qui a la grande chance d'être dans une sorte de campus, donc d'être dans un espace très paysager. Et donc là, ce que vous voyez, c'est le bâtiment qui est réalisé maintenant. Vous voyez qu'il est donc là, on est au bout. Ici, on est au bout là de cette école primaire, et on regarde vers les bâtiments existants.
Et donc, ce qu'on voit, c'est un nouveau rapport qui existe entre la section maternelle, qui est cette petite maison ici, la section secondaire qui est là-bas au bout, et cette école primaire ici. Et tout ça travaille de proche en proche avec des interactions beaucoup plus fortes que ce qu'ils avaient avant, parce qu'ils avaient juste le gymnase. Le gymnase qui, lui, se trouve de l'autre côté. Donc là, je zoome un petit peu out. Et le gymnase, en fait, il est, avec la déclivité du terrain, on a pu l'enterrer d'un étage, d'un demi-étage, et donc du coup, il arrive à la même hauteur que l'école. Ce qui fait qu'on propose une pièce en plus, une pièce extérieure que cette cour de récréation. Donc cette cour de récré, elle aurait eu une toute autre qualité si le gymnase avait été à la hauteur d'un gymnase. Elle aurait été beaucoup plus haute. Le gymnase aurait été beaucoup plus haut. Donc la cour n'aurait pas vraiment été une cour, une pièce en part entière. Ici, c'est vraiment une pièce à part entière parce que les acrotères se répondent l'un à l'autre. Et au milieu de cette cour, on a un préau qui, lui, n'a rien coûté. Enfin, n'a rien coûté. Ça fait vrai, mais a coûté beaucoup moins que ce que ça aurait coûté si on avait dû le faire vraiment, parce que c'est les chutes de CLT de la construction du bâtiment d'école. Donc en fait, l'école est faite en CLT, les ouvertures dans le CLT, c'est des chutes, et ces chutes ont permis de faire le préau. La salle de sport, du coup, comme elle est à moitié enterrée, ici on est dans la salle de sport, on regarde vers le préau, vous voyez les ouvertures qui sont ici au-dessus du soutènement. Et du coup, de l'autre côté, on a les ouvertures qui sont en contrebas dans le soutènement, dans le registre en béton, et qui permettent d'accéder directement depuis la salle de sport vers le jardin. Donc vous avez vraiment un rapport assez complémentaire, on va dire, au niveau de la salle de sport. Donc la salle de sport crée la cour de récré, mais ce faisant, ça donne une spatialité très particulière à la salle de sport. Je pense que je vais en rester là. Voilà.